Alors oui, effectivement, l'humanité est arrivée à une phase critique de son histoire. Et comment en sommes-nous arrivés là? Bon, tout d'abord, le facteur déclencheur a été, il y a à peu près 12 000 ans, nous sommes rentrés dans le Holocène, qui était une période d'exceptionnelle stabilité climatique, qui a permis aux chasseurs-cueilleurs de se sédentariser, de commencer l'agriculture, l'élevage. Et donc, nous sommes passés, il y a 12 000 ans, on était entre 1 et 5 millions d'habitants sur Terre, à ce que nous sommes aujourd'hui. Les sociétés se sont structurées parce que quand on a accumulation des richesses, avant les chasseurs-cueilleurs ne pouvaient posséder que ce qu'ils pouvaient porter sur le dos. L'exploitation des animaux, la hiérarchie, les chefs, les conflits, les guerres pour s'approprier les possessions d'autrui. Donc là, ce qu'on appelle la civilisation humaine a prospéré. Au début du XXe siècle, nous étions 1 milliard, maintenant 7. Alors, le risque, si nous continuons dans cette direction, c'est-à-dire un réchauffement climatique de 3 degrés, voire peut-être un peu plus, la population pourrait de nouveau tomber à 1 ou 2 milliards. L'espèce humaine survivra, mais au prix de combien de souffrances? D'ici 2050, il risque de faire 50 degrés dans les Vosges l'été, enfin en canicule. Donc, disette, famine, sécheresse en Afrique, migration en masse, beaucoup plus que maintenant, incomparablement plus, vers les pays tempérés qui seront chauds et les pays tempérés vers les pays qui sont maintenant sombres, etc., etc. Donc, énormément de troubles, énormément de souffrances. Donc ça s'est fait progressivement. Sommes-nous responsables? Oui, mais en même temps, il y a une dilution de la responsabilité. Dans les années 50, nous sommes rentrés dans l'Anthropocène, c'est-à-dire l'âge géologique dans lequel l'homme a le plus grand impact sur l'état de la planète et de la biodiversité. Ça s'est fait progressivement avec la révolution scientifique, technologique, qui a multiplié des millions de fois notre pouvoir sur la nature, et nous n'avons pas autant accru notre considération des autres espèces, notre considération des générations futures, notre considération de l'environnement. Mais comme ça s'est fait de façon graduelle et que personne ne se réveille le matin en pensant « je vais saccager la planète », il y a une sorte de dilution. Si le CO2 était rose, disait une de mes amies spécialistes de l'environnement, et que le ciel rosisse de plus en plus, on s'inquiéterait davantage. Nous sommes équipés par l'évolution, par émotionnellement réagir à des dangers immédiats. Si on dit que la maison va prendre feu dans 30 ans, on dit on verra bien à ce moment-là. Donc voilà, les solutions, elles existent. On le dit, on le redit, mais il ne faut pas se dire « ah bon, les solutions existent, donc ce n'est pas grave ». Mais il y a une vraie crise et une urgence environnementale. Johan Rockström, un des plus grands spécialistes de l'environnement, qui maintenant dirige l'Institut de Potsdam sur l'environnement, dit qu'une crise et une urgence climatique, c'est quand l'enjeu est extrêmement important et que le temps est limité. Et il reste 6-7 ans pour pouvoir prendre des mesures draconiennes. Le problème, c'est que la plupart des États ne sont pas prêts à prendre des mesures draconiennes et qu'en gros, une bonne partie de la population, oui, un problème qu'ils connaissent, mais ne sont pas vraiment motivés. Pour donner un exemple, le rapport du GIEC qui disait c'est une alarme rouge, parce que c'était un peu le message du rapport, a été un des premiers titres de l'actualité le jour où le rapport a été rendu public, mais tout de suite oublié. Le lendemain, on n'en parlait plus, et il y a des faits divers qui se sont produits le même jour, qui ont occupé les infos pendant 3 jours, 4 jours consécutifs. Donc une faible motivation et voilà, et une tiédeur de la part des politiques, car ça impliquerait de prendre des mesures qui seraient peu populaires, comme d'augmenter 10 fois la taxe carbone, des choses comme ça, le prix du carburant, complètement arrêter l'usage des énergies fossiles. C'est possible, mais il ne suffit pas de le dire, parce que les gens disent « ah, les scientifiques disent que c'est possible ». Mais pour ça, il faut mettre en œuvre des moyens que, pour l'instant, personne ne met en œuvre. Donc, c'est bien compliqué. C'est la grande crise du XXIe siècle. C'est le sort de génération que nous tenons entre nos mains, et ils diront « vous saviez et vous n'avez rien fait ». Donc, c'est sûr que ce n'est pas une vision optimiste des choses, que, encore une fois, il faudrait se bouger plus que ce que nous faisons indiscutablement. Donc tout ce qui peut faire motiver l'opinion publique, les citoyens, les États, ceux qui votent aux élections,
Tout ça est bienvenu. Ce n'est pas un scénario apocalyptique, ce n'est pas l'effondrement. L'espèce humaine, encore une fois, survivra, mais combien de souffrances, combien de souffrances. Et puis, bien sûr, la disparition de la biodiversité, tout ce qu'on sait. Donc, pour ça aussi, on peut s'émerveiller pour vouloir protéger tout cela. Voilà une petite introduction, pas très optimiste. Jusqu'encore récemment, Yann Arthus Bertrand disait qu'il était trop tard pour être pessimiste, mais voilà, maintenant il dit que c'est plus difficile de dire ça. L'humanité peut-elle éviter cela et comment? Ben oui, elle peut, mais il faudrait faire des efforts considérables. Une des choses que nous pourrions faire, par exemple, qui serait sans doute la plus facile, ce serait simplement de quasiment arrêter de consommer de la viande. Alors, ce n'est pas un agenda, il y a un agenda éthique et moral, bien sûr, c'est que nous tuons tous les 2 mois le même nombre d'animaux qu'il y a eu d'Homo sapiens sur Terre depuis son origine, environ 110 milliards tous les 2 mois. Il y a donc un facteur éthique, mais il y a un facteur environnemental important, puisque l'élevage industriel et la production de viande au niveau industriel, entre la déforestation des forêts, l'envoi de 1 milliard de tonnes de céréales des pays du Sud vers le Nord pour la production de viande, etc., etc., est la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre après les habitations et avant même les transports. Donc, et le rapport du GIEC d'il y a 2-3 ans disait que ce facteur à lui seul, c'est-à-dire l'augmentation de la consommation de viande, notamment en Chine, interdirait à elle seule de rester sous 2 degrés de réchauffement climatique. Donc une chose facile à faire, c'est simplement d'arrêter de manger de la viande. Ça ne demande pas d'arrêter de voyager, de chauffer sa maison. C'est très simple. Ça sauverait la vie à des milliards et des milliards d'animaux et ça serait un moyen utile. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, simplifier notre existence, voyager moins, consommer local, toutes ces choses qu'on connaît et que les spécialistes de l'environnement recommandent. Vous le saviez, ça tout aussi bien que moi. Maintenant, c'est à nous de le faire. Mais encore une fois, il faut se remuer pour ça. Et c'est aussi les politiques, évidemment. Comme disait Winston Churchill, un homme d'État pense aux générations à venir, un homme politique aux prochaines élections, et c'est bien malheureux, parce qu'il faudrait prendre des mesures. Il faudrait qu'en fait que les chefs d'État ou les présidents soient élus pour une seule fois, de sorte que ceux qui vraiment ont la conviction qu'il faut faire quelque chose puissent le faire indépendamment de leur popularité. Merci à tous et toutes, et à bientôt.